Ça se comprend, on est ensemble jusqu'à 17h, un thème d'actualité que l'on décortique aujourd'hui. La France qui doit revoir sa politique de lutte contre le réchauffement. C'est le Haut Conseil pour le climat qui le dit dans son premier rapport remis hier au Premier ministre. Ce Haut Conseil composé de 11 experts avait été mis en place par Emmanuel Macron en novembre. Ces experts affirment que la France n'a pas tenu ses objectifs de réduction d'émissions de carbone ces 4 dernières années. Marie Aubazac. Objectif ambitieux, mais action insuffisante. Le Haut Conseil pour le climat estime que la France doit passer à la vitesse supérieure. À ce rythme, elle n'atteindra pas la neutralité carbone prévue en 2050. Sur la période 2015-2018, la baisse des émissions de gaz à effet de serre n'est que de 1,1%, alors qu'elle aurait dû atteindre 3%. Premier responsable, le secteur des transports qui représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre. En cause notamment les transports de voyageurs qui ont augmenté 3 fois plus vite que prévu et la transition vers l'hybride et l'électrique qui est décevante. Le Haut Conseil espère donc que la loi orientation mobilité discutée en ce moment par les parlementaires fera ses preuves. Autre responsable de ce mauvais résultat, le secteur du bâtiment qui compte pour 1/5 des émissions de CO2. Même si le gouvernement encourage les rénovations, elles ne diminuent que de 2% par an au lieu des 6% prévus. Les experts reviennent aussi sur la nécessité de reprendre et faire évoluer la taxe carbone, point de départ du mouvement des Gilets jaunes, vers plus de transparence et d'équité. Ce rapport a été remis mardi au Premier ministre. Le gouvernement a 6 mois pour formuler une réponse devant les parlementaires. Alors, faut-il aller plus vite dans cette transition écologique? On en débat tout de suite avec mes invités. Florentin Letissier, bonjour. Vous êtes maire adjoint Europe Écologie Les Verts dans le 14e à Paris, en charge du développement durable. Bonjour à Jean-François Césarini, bienvenue. Vous êtes député La République En Marche du Vaucluse, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée. J'accueille également Rémi Jossaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat en droit routier et permis de conduire. Vous défendez des automobilistes, vous nous direz quel est leur état d'esprit en ces journées notamment de circulation différenciée. Et puis Simon Labouré, bonjour, bienvenue, porte-parole de Paris en selle. Voilà, on va parler aussi évidemment des pistes cyclables et des nouvelles mobilités, puisque c'est le terme qu'il faut employer. Première question un peu générale sur ce rapport du Haut Conseil pour le climat. Florentin Letissier, est-ce qu'il faut aller plus vite dans cette transition écologique? C'est ce que semblent dire les experts. Écoutez, oui, les experts le disent très clairement. Longtemps, l'écologie, ça a été à la périphérie des politiques publiques. Ce que nous dit en gros le rapport, c'est qu'il est temps de mettre l'écologie vraiment au cœur des politiques publiques si on veut se donner les moyens d'atteindre finalement les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique. Et donc le rapport, il donne des pistes très précises sur 3 secteurs. Le secteur des transports, évidemment avec l'accent mis sur les transports en commun, le vélo, on en parlera. Le secteur énergétique, évidemment, où il va falloir mettre le paquet sur les énergies renouvelables et sortir de la subvention aux énergies fossiles. Et puis le secteur des bâtiments, où il faut vraiment un grand plan de rénovation thermique des bâtiments qui pour l'instant n'est pas encore lancé. Donc vous dites qu'il faut aller plus vite. Jean-François Césarini, est-ce qu'on peut aller plus vite? On voit qu'il y a quand même des lignes de fracture, de tension au sein de la société française. Là, on l'entendait à l'instant dans le journal sur la circulation différenciée à Paris ou à Lyon. Il y a des automobilistes qui disent on tape toujours sur les automobilistes, ça va trop vite, c'est trop difficile pour nous. On l'a vu en tout cas sur la crise des Gilets jaunes, effectivement, sur la taxe carbone. C'est-à-dire qu'on a à la fois une course contre la montre par rapport à cette urgence-là, qu'il faut à la fois que les politiques changent, et on a vu à quel point même dans notre majorité ça a pu prendre du temps, et le Premier ministre l'a dit d'ailleurs de manière très honnête sur le discours de politique générale en disant je ne pensais pas que c'était une urgence autant que ça, puis finalement si, etc., etc. Donc il y a à la fois ça, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans la société, à la fois industrie, mais aussi citoyen, pour pouvoir admettre ça. Parce que, effectivement, le Haut Conseil, et vous l'avez dit, qui a été mis en place donc, par le Président de la République, c'est pas quelque chose d'extérieur. Il y a même un budget voté par nous, et on l'inscrira donc dans la loi cette semaine. Donc, mais il s'attendait à ce retour de boomerang, là? S'il n'y avait pas eu ce retour de boomerang, on aurait dit, vous voyez, ils ne sont pas vraiment indépendants, et ils servent la soupe au gouvernement. Finalement, là, pour le coup, on voit qu'ils sont très indépendants. Et ils disent, oui, il y a des choses, il y a des efforts réels, c'est comme ça que c'est marqué, mais à la fois, c'est des efforts qui sont insuffisants, il faut aller plus vite. Donc, on est plutôt d'accord là-dessus. C'est aussi pour ça que cette semaine, donc, on a cette loi sur énergie-climat. On doit bouger sur beaucoup de choses. Néanmoins, beaucoup de choses ont déjà été faites, mais il faut toujours faire attention sur la taxe carbone. Ils en parlent, il faut reprendre la taxe carbone. Moi, je veux bien, on fait les mêmes causes donnant les mêmes effets. Il faut surtout qu'on réfléchisse un peu autrement, comment on peut
à la fois que les citoyens comprennent pourquoi il faut le faire et peut-être baisser ailleurs, notamment des taxes sur l'électricité, qui est quand même une énergie extrêmement taxée, pour que la pression, en tout cas sur le pouvoir d'achat des ménages, soit le même. Si on remonte la taxe carbone, il faut quand même qu'on baisse ailleurs. Sinon, effectivement, on aura l'impression que l'écologie, finalement, c'est que de la punition, c'est que des sanctions, c'est que des bâtons, quoi. Alors que c'est aussi de l'emploi et de la croissance demain. Ouais, parce que si on prend l'exemple de la circulation différenciée, Rémi Jossaume, ça touche quand même ce qui est mis en place là aujourd'hui dans les grandes villes. Demain, ce sera à Strasbourg, ce sera à Marseille. C'est d'abord les gens qui n'ont pas pu se payer des modèles récents. Oui, c'est ça, effectivement. Mais je crois que monsieur le député l'a dit, c'est aujourd'hui une conception de l'écologie punitive. Et c'est ça qui finalement est dramatique. Parce que on s'entend tous sur la nécessité, évidemment, d'améliorer les conditions de vie, d'éviter ces surmortalités liées à une pollution qui est absolument inacceptable. Mais aujourd'hui, ce sont des mesures de transition, mais qui sont presque au forceps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'engagement du citoyen. Ce sont des mesures qui s'imposent. Et dès lors que vous n'avez pas l'adhésion des gens, eh bien vous avez les réactions qu'on a entendues ce matin sur toutes les chaînes info, c'est-à-dire des gens qui ne comprennent pas, des gens qui vont quand même travailler. Et incroyable, il n'y a jamais eu autant de monde sur la route aujourd'hui, alors que 60% des véhicules sont interdits. Oui, à l'heure de pointe ce matin, effectivement, il y avait plus de 350 km de bouchons. Donc, c'est extraordinaire. Peut-être des gens qui sont partis malgré tout avec leur voiture mais ça critère 3. Ça veut dire aussi qu'on ne répond pas à leur impératif professionnel. Sur cette notion d'écologie punitive, Simon Labouret, je vous donne la parole, et ensuite Florentin Letissier. Est-ce qu'effectivement une circulation différenciée, comme on l'a vu là aujourd'hui déjà dans demain dans 3 ou 4 des plus grandes agglomérations françaises, est-ce que pour vous c'est de l'écologie punitive, ça ? La situation punitive qu'on a aujourd'hui, c'est surtout celle du laisser-faire qu'on a eu depuis une trentaine d'années par rapport à d'autres pays qui, eux, ont avancé sur des alternatives, notamment à la voiture. Dans des pays comme les Pays-Bas, comme le Danemark, on est sur des taux d'utilisation du vélo qui sont largement supérieurs à ceux de la France. Pourquoi ? Parce que ça fait 30 ans qu'ils ont fait l'effort de repenser leur ville pour des mobilités qui soient différentes de celles de la voiture. Donc ça fait la différence. Donc on est en train de rattraper un peu à toute vitesse le retard de 3 décennies. Le problème, c'est qu'on ne le rattrape pas à toute vitesse, justement. C'est que pour l'instant, on est encore loin en termes de moyens, en termes de volonté politique pour actionner vraiment cette mobilité qui permet sur beaucoup de déplacements, parce qu'aujourd'hui, 3/4 des déplacements, souvent, sont des petites distances qui sont parfaitement transférable sur du vélo, de pouvoir mettre en selle les gens facilement parce qu'il y a de l'infrastructure, parce qu'il y a des pistes cyclables, parce qu'il y a des rues qui donnent envie de faire du vélo. On a ça à Copenhague, on a ça à Amsterdam, on n'a pas encore ça à Paris ou dans le reste de la France. Vous allez à Amsterdam, cher monsieur ? Oui, par exemple. C'est insupportable. C'est insupportable, cet amas de ferraille auprès des commerces, au niveau des piétons. Enfin, c'est insupportable. Moi, je ne veux pas vivre. Paris, là, parce que... Non, je parle d'Amsterdam. En bas de CNews, il y avait une ruée de scooters. C'est ça que j'appelle des tas de ferraille. Vous voyez, vous êtes dans la confrontation entre les usagers. Vous voyez, vous êtes l'illustration. Si, parce que vous commencez tout de suite le discours en voulant opposer des usagers de la route. Moi, je ne suis pas en train de confronter, je suis simplement en train de vous dire. Quand vous dites des tas de ferraille en parlant des vélos, c'est un peu de la confrontation, quand même. Non, c'est de la provocation. Vous avez l'esprit de ce qu'on appelait de la vélorussion. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez faire une révolution. La vélorussion, c'est pas moi. Quand vous voulez imposer le déplacement en vélo, vous êtes dans un autre monde. Personne ne va imposer le vélo. Mais si, on veut convaincre, et on veut donner les moyens aux gens de pouvoir utiliser le vélo. Pourquoi il y a un développement extraordinaire de la trottinette électrique, à votre avis ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une réponse à cette difficulté de circulation que l'on a dans certaines villes, comme à Paris, où en réalité, aujourd'hui, on utilise plus de deux roues, des trottinettes électriques et tout autre moyen de locomotion. Il y a plus de moteurs qui circulent dans Paris aujourd'hui qu'il y a 20 ans. On vous entend. Florentin Letissier, écologie punitive, dit Maître Jossaume à propos de la circulation différenciée. Qu'est-ce que c'est l'écologie punitive ? C'est vous imposer des mesures sans donner des alternatives. Nous, ce n'est pas du tout l'écologie punitive qu'on défend. On dit qu'il faut développer des alternatives. Donc effectivement, en termes de transport en commun, c'est pour ça qu'il faut mettre énormément de moyens pour développer les alternatives pour les automobilistes, etc. Mais moi, je m'étonne, si vous voulez, qu'on ait besoin d'un énième rapport, d'un énième haut conseil qu'on installe pour se rendre compte de l'urgence climatique. Je veux dire, nous, les écologistes, ça fait 30 ans qu'on dit qu'on est dans une urgence et qu'on est... Mais si vous faites le bilan des 2 premières années du quinquennat, vous dites que le président de la République n'a pas tenu son Make Our Planet Great Again des premières semaines ?
On a un président qui est très doué effectivement pour des paroles, qui fait des grandes déclarations, mais c'est vrai que là, concrètement, on pourrait dire on a perdu 2 ans en fait, puisqu'il a fallu attendre 2019 pour installer ce comité, pour avoir des préconisations que peut-être on va suivre, mais encore c'est pas sûr. Nous on attend concrètement maintenant des actes politiques et qu'on sorte des paroles. Alors Jean-François Césarini, vous allez pouvoir répondre, mais on va écouter d'abord ce que le président de la République a déclaré ce matin au Japon. Il arrive au Japon parce qu'il y a le G20 qui va commencer et il a mis très clairement l'enjeu climatique et les accords de Paris au centre de ce G20 comme une ligne rouge. Il dit si on ne parle pas du G20, la France ne signera pas l'accord. On écoute Emmanuel Macron ce matin. Nous avons la bataille climatique. Et là-dessus, je le dis avec beaucoup de force. J'ai entendu beaucoup dire j'ai des lignes rouges. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ne veulent plus signer les communiqués en G7 ou en G20 parce qu'il y a des lignes rouges. Moi, j'en ai une. Si on ne parle pas de l'accord de Paris, et si pour se mettre d'accord dans une salle à 20, on n'est plus capable de défendre l'ambition climatique, ce sera sans la France. Bon, le message est clair, Jean-François Césarini. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'est une réponse à ce rapport du Haut Conseil sur le climat pour dire, bah non, vous voyez, je suis toujours volontariste? Non, c'est une position qui est assez ancienne. Il l'avait dit également par rapport aux États-Unis. Je ne signerai pas d'accord financier avec des pays qui ne respectent pas l'accord de Paris. En l'occurrence, donc Trump étant sorti de l'accord de Paris, il l'a pas fait. Donc c'est une vraie ligne rouge. Donc c'est pas simplement par rapport au rapport qui est sorti hier, mais c'est effectivement quelque chose qu'il tient depuis longtemps. Parce que encore une fois, et c'est ce que dit très bien le rapport, c'est pas simplement pour dire qu'il y a une urgence climatique, c'est dire comment et pourquoi. Mais on peut être d'accord là-dessus. C'est que l'écologie, c'est pas un secteur de plus. Il n'y a pas la médecine, le transport, le bâtiment et l'écologie. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une révolution industrielle, une révolution de pensée qui fait que quand on parle, on ne peut pas d'un côté faire des accords économiques avec les États-Unis ou avec le Japon et dire de l'autre côté, vous comprenez, on est hyper écolo, on est hyper vert. Je pense que là, il y a quelque chose qui arrive, qui se... Et l'autre message, c'est quoi? C'est qu'on peut pas faire cette révolution, cette transition écologique tout seul. Oui, si la France peut donner l'exemple, mais si on est tout seul, ça fonctionnera pas. À la fois, c'est ce que dit le rapport. Le rapport parle aussi des collectivités locales, des mairies, des régions, de l'État français, mais aussi de l'Europe. Évidemment. On l'a vu sur le kérosène, par exemple. Moi, j'avais posé un amendement pour taxer le kérosène au niveau français. Effectivement, c'est pas passé. Le gouvernement a dit non, au niveau français, ça sert à rien. Ils vont aller faire le plein ailleurs. Donc, il faut effectivement qu'on fasse quelque chose au niveau européen, bien sûr. Mais il n'y a pas qu'au niveau européen. Il y a aussi au niveau local. Les pistes cyclables, c'est aussi les mairies qui les votent. C'est à nous à mettre les budgets, etc., etc. Donc, il y a quelque chose à chaque niveau, du consommateur jusqu'à l'industriel, en passant par les hommes politiques. Mais qu'est-ce que vous répondez à Florent Letissier qui dit grosso modo la promesse non tenue pour l'instant par le président? On peut toujours regarder ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Effectivement, on peut toujours dire qu'il faut aller plus vite. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites depuis 2 ans, que ce soit l'arrêt des exploitations d'hydrocarbures, la fermeture des centrales à charbon, enfin énormément de choses, l'argent qu'on a mis sur la rénovation énergétique. Et cette semaine, on va en parler, il y a des arbitrages qui se sont faits d'ailleurs ce matin avec le Premier ministre, pour savoir si on était dans l'obligation de faire des rénovations pour les passoires énergétiques. Donc, on en parlera tout à l'heure. A priori, ce sera... on a une demi-heure de débat, donc on va vraiment développer les passoires énergétiques, c'est un thème passionnant. Oui, parce qu'on sait que on l'a dit, avec les transports, c'est vraiment les deux causes effectivement du réchauffement climatique et du gaz à effet de serre. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Enfin, en gros, la phrase qui peut résumer le rapport, c'est les efforts de la France sont réels, mais ils sont insuffisants. On peut être d'accord avec ça. Il y a des efforts réels, mais il faut effectivement accélérer. Et le président Macron en super-héros défenseur de la planète, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, encore une fois, on attend les actes. Je vais prendre 2 exemples. Il y a encore 75 milliards d'euros qui sont donnés en investissement dans les énergies fossiles dans notre pays chaque année. Donc ça, c'est un vrai problème. Il faut qu'on désinvestisse des énergies fossiles si on veut se donner une chance de maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis le deuxième secteur, vous dites effectivement, il y a l'Europe, il y a les collectivités locales. Nous, on prend notre part à Paris. On fait des choses sur le vélo, etc., sur beaucoup de secteurs. Mais si vous voulez, par exemple, l'État français peut prendre ses responsabilités. Par exemple, sur le trafic aérien, il y a des choses à faire pour taxer le kérosène sur notre territoire, ce que le président de la République, pour l'instant, se refuse à faire en renvoyant la balle justement à l'échelon européen. Donc, il y a aussi des trajets intérieurs en avion qu'on pourrait interdire quand il y a le train sur le même trajet et qu'on peut faire le trajet en train. Et que... Interdire aux gens de prendre l'avion, c'est quand même radical, ça aussi. Il y a un moment, si vous voulez, quand on est face à l'urgence climatique, si on a du train et qu'on peut prendre le train à la place de l'avion, mettons l'argent sur le train pour que le train coûte moins cher, mais il y a un moment, il va falloir prendre des mesures radicales aussi sur le trafic aérien. Non, mais moi je suis un peu consterné, effectivement, quand j'entends effectivement ces propositions qui consistent, et heureusement qu'un certain nombre de députés ont signé une tribune il n'y a pas longtemps en disant évidemment qu'il faut maintenir les liaisons interrégionales ou avec Paris. Moi, je me déplace très régulièrement en avion quand je vais plaider à Pau, à Aurillac, et je suis bien content effectivement de trouver un avion, parce que 1h30 d'avion, c'est pas 6 heures aller, 6 heures retour. Alors effectivement... Mais parce qu'on n'a pas assez investi.
non, mais train, justement. vous avez peut-être raison. Oui, mais dans quel ordre on le fait? Vous voyez ce que je veux dire? Simplement, c'est dire aujourd'hui, on interdit aux gens de prendre l'avion si on n'a pas développé les lignes pour faire les mêmes trajets en 2h30 ou en 3 heures de Mais train. l'argent, il faut le mettre tout de suite sur la table. Et les Il faut transports. mettre tout de suite les moyens L'aérien n'est sur pas la table. énorme, quand même. C'est pas une part gigantesque des effets. Je l'ai dit avec un peu de provocation tout à l'heure, et je répète effectivement, et j'assume, mais c'est vrai que vous êtes encore dans l'illustration de la punition. Vous voyez, Thomas vous le fait remarquer, c'est tout de suite interdire. Vous savez, je parle des non, mais alternatives, une mesure à laquelle les usagers, les citoyens vont adhérer, elle va réussir, elle va prospérer. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit, effectivement. On parlait des voies de bus, des pistes cyclables. Moi, j'ai fait la rue de Rivoli tout à l'heure en moto, c'est insupportable. C'est-à-dire, aujourd'hui, je comprends les gens qui perdent patience dans les transports, qui s'énervent au volant, ces incivilités, parce qu'il y a tout un contexte, effectivement, au volant, d'énervement. Parce qu'en fait, on a vraiment l'impression que tout est fait pour chasser la voiture de Paris. Et les gens qui viennent en voiture à Paris, c'est des gens qui ont besoin de venir travailler. C'est pas forcément un choix de venir travailler à Paris avec sa voiture. Voilà, c'est une concertation, et c'est ça qu'on a envie d'entendre aussi. On n'est pas en train, et c'est pas mon propos, de minorer la nécessité de mesures écologiques. Je dis simplement, ne faites pas les choses trop vite, faites-les avec concertation, cohésion. Et c'est comme ça que les citoyens vont adhérer à votre projet. Mais ce n'est pas en imposant des mesures comme ça, qui sont parfois un peu caricaturales. Un mot de réponse, Simon Labouret, puisque Rémi Josson vous regarde droit dans les yeux, vous le représentant du vélo. Il faut avancer et il faut réaménager cette ville qui a été pensée depuis les années 50 pour la voiture, pour un modèle qui ne fonctionne pas. Pour la pollution, on va le voir aujourd'hui avec les alertes pollution. Oui, mais il y a moins de pollution qu'il y a 20 ans à Paris. Il y en a moins, mais il y en a encore beaucoup trop. Oui, mais donc, vous voyez, votre discours est même contradictoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moins de pollution qu'il y a 20 ou 30 ans. Avec plus d'habitants. Bon. Non, mais la situation était pu être catastrophique j'ai encore raison. plus il y a 20 Non, mais j'ai ans. raison ou pas? Que la situation était encore plus catastrophique il y a 20 ans, tant mieux. C'est pas pour ça qu'elle est très bonne J'ai pas dit aujourd'hui. qu'il ne faut rien faire, on est d'accord. Merci. On a des milliers de Le morts problème, c'est par an que pour le la pollution discours de de l'air. dire d'accord. on va trop vite, c'est quand même le discours de l'immobilisme le plus absolu dans un domaine sur lequel Non, mais il il y faut a avancer. peut-être un il juste faut milieu, avancer. c'est ça que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. Et aujourd'hui, quand on parle de punition, aujourd'hui, la Moi, seule vous savez, punition qu'on impose à Paris, c'est pour moi, les je gens qui suis- veulent se déplacer Monsieur, autrement vous savez, qu'en moi, je suis voiture. rassuré de voir des jeunes Parce qu'on a une offre enfants. de transport en commun qui est saturée, parce qu'on a des déplacements à bicyclette qui sont très compliqués. Pour venir ici à Canal+ CNews, vous avez des pistes cyclables avec des tronçons qui partent d'un seul coup, vous avez plus de pistes cyclables, etc. Vous n'avez pas la même chose pour votre moto, monsieur Josson. Vous n'avez pas la même chose. Vous avez de la continuité partout, vous pouvez aller partout en moto. Non, je suis d'accord. Vous pouvez pas aller partout Mais en ce que je vélo, voulais vous surtout dire quand vous êtes simplement quelqu'un pour de quelqu'un- laisser la parole après, c'est que moi, ce qui me rassure néanmoins, c'est que la jeune génération, par exemple mes enfants, sont des jeunes enfants, ils ont une notion d'écologie, de respect de la planète, ce qui n'était pas le cas d'une génération plus ancienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est rassurant et ça va dans le bon sens. Mais surtout, ne nous imposez pas des mesures à marche forcée. C'est ça que. C'est quoi des mesures à marche C'est ça forcée? Eh bien justement, Eh ben, les mesures à marche forcée, on va pouvoir continuer le débat autour du projet de loi énergie-climat qui est présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je le résume en quelques mots, hein. Il n'y a pas tous les aspects, mais les plus importants. Objectif neutralité carbone 2050, baisse de 40% de la consommation d'énergie fossile d'ici à 2030, avec une fermeture des centrales à charbon. Également, la part du nucléaire réduite à 50% d'ici 2035, alors que l'engagement était auparavant à 2025. Et puis la lutte contre les passoires énergétiques. Ça, les passoires énergétiques, les logements, comment les rénover, ça va être le thème central de ce Ça se comprend dans un court instant sur CNews. Restez avec nous. La seconde partie de Ça se comprend. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews avec cette toute dernière image qui nous parvient en direct au large de l'île de Lampedusa. Ce bateau, c'est le navire humanitaire, vous le voyez, le Sea-Watch, qui a annoncé tout à l'heure qu'il forçait le blocus des eaux territoriales italiennes au large de cette île de Lampedusa pour débarquer une quarantaine de personnes, 42 migrants qui sont bloqués à bord depuis 2 semaines. J'ai décidé d'entrer dans le port de Lampedusa, je sais ce que je risque, mais les 42 naufragés à bord sont épuisés, je les emmène en lieu sûr. Voilà ce qu'a déclaré sur Twitter la jeune capitaine de ce navire. C'est une Allemande, elle s'appelle Carola Rakete. Sur les sites de trafic maritime, les relevés de ce navire, le Sea-Watch, qui bat pavillon néerlandais,
montre qu'il prend clairement la direction du port de Lampedusa. Donc il en approche actuellement, image que vous voyez en direct sur CNews. Évidemment, on attendait la réaction du gouvernement italien et notamment du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui a fait de la lutte contre l'immigration l'un de ses axes de campagne d'abord, puis d'action au gouvernement depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Il a déclaré, là aussi dans une vidéo sur Facebook, sur les réseaux sociaux, « Nous ferons usage de tous les moyens démocratiquement permis pour bloquer cette insulte aux droits et aux lois ». Il dénonce le petit jeu politique sordide de l'ONG, mais aussi l'indifférence des Pays-Bas, dont le Sea-Watch bat donc le pavillon. Alors, je voudrais vous entendre rapidement, après on reviendra évidemment à la question du climat et du projet de loi climat. Tout simplement, faut-il accueillir ces 42 migrants en Italie et accessoirement, l'Europe a-t-elle laissé l'Italie un peu seule face à cette question? Je vous propose de commencer. Florentin Letissier, Europe Écologie Les Verts. C'est évident qu'il faut les accueillir. Il y a des gens qui meurent en mer aujourd'hui. On ne va pas laisser ces gens mourir sans assistance. Donc il y a un devoir d'humanité, un devoir humanitaire d'accueillir ces populations qui sont dans une extrême pauvreté, qui ont eu des parcours terribles de vie. Et donc nous avons un devoir de les accueillir. Et la France doit prendre sa part dans cet accueil des migrants. Ça doit être aussi à l'échelle européenne qu'il y ait une répartition finalement de cet accueil. Je vais vous donner un exemple très précis pour vous montrer que ça peut très bien se passer. Grande-Synthe, une commune du nord de la France, un maire écologiste qui a mis en place l'accueil dans sa commune des migrants. Il a mis en place un certain nombre d'infrastructures et il y a une cohabitation qui s'est très bien faite avec les populations locales. Simplement, ce maire, à un certain moment, il s'est aussi trouvé un peu seul et il y a besoin aussi que l'État vienne pour mettre, encore une fois, les moyens pour participer à ce devoir d'accueil, encore une fois, humanitaire. Et le deuxième aspect de la question, est-ce que l'Europe laisse pas l'Italie seule face à ce défi ? Il faut une solidarité européenne, c'est clair. C'est clair. L'Italie ne pourra pas seule faire face à cette question. Et donc, encore une fois, ça doit être une problématique défendue à l'échelle européenne. C'est ce qu'on a défendu, nous, dans l'élection européenne en tant qu'écologistes. Jean-François Césarini, Florentin Letissier réclame là aussi un engagement de l'État un peu plus fort. Est-ce que c'est la ligne du gouvernement? Vous êtes député La République En Marche. Ou est-ce que politiquement, c'est compliqué aujourd'hui en France? On a l'exemple de ce qu'Angela Merkel a fait il y a un peu plus d'1 an en Allemagne, de dire on ouvre la porte aux migrants. Là-dessus, on sera d'accord. Je pense que quand un bateau arrive comme ça, il faut accueillir les gens. Après, ça n'empêche pas de traiter, de savoir si on les reconduit à la frontière, de savoir si on les accueille, c'est autre chose. Mais là, on parle d'humanitaire. Des gens qui sont sur un bateau. Et l'entêtement du gouvernement italien avec une politique d'extrême droite amène ce genre d'affrontement et ce genre de catastrophe est dramatique humainement. On les a laissés un peu seuls et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Matteo Salvini est au gouvernement. M. Salvini se moque de l'Europe et considère qu'il n'a rien à faire de l'Europe. Donc après, il ne peut pas venir expliquer que c'est la faute de l'Europe. C'est très simple, il faut qu'il ait un discours et un seul. La Commission européenne qui est en train de se mettre en place et tout ce qu'on est en train de faire devra effectivement traiter ça et une répartition. Mais disons-le, je suis assez d'accord. Notamment avec le débat qu'on va avoir nous à la rentrée en septembre, parce qu'on a vu qu'une partie de la gauche de notre majorité s'est opposée à l'idée de quotas, notamment que M. Castaner avait ressorti des cartons. Je crois beaucoup à la décentralisation sur ces sujets-là. Je crois que quand on met 400 migrants sous un pont à Paris, il est plus difficile de les intégrer économiquement que quand on en met quelques familles dans certains villages qui redynamisent des territoires qui sont oubliés aujourd'hui. Et je crois qu'il va falloir travailler là-dessus, sur l'accompagnement de ces maires. Et il y a plein d'exemples, vous en donniez un, mais beaucoup d'exemples dans la ruralité et dans les villes moyennes qui permettent beaucoup mieux d'accueillir. Disons-le, un chiffre, c'est 30 000 personnes par an, l'accueil économique des migrants. Je crois que ce n'est pas une submersion, comme certains voudraient nous le dire. Voilà pour ce thème. On continuera de vérifier, de regarder évidemment ces images en direct du Sea-Watch et de voir comment ça se passe plus le bateau approche de l'île de Lampedusa et notamment comment les forces maritimes italiennes vont réagir face à cette entrée en force. Ce sera aussi l'un des thèmes de Ça se dispute dans un court instant. Je reviens à notre débat sur le climat. C'est vrai que avec la circulation différenciée qui a été mise en place aujourd'hui dans plusieurs grandes agglomérations. Je rappelle que demain, ce sera le cas à Strasbourg et à Marseille et reconduit à Paris. On a parfois le sentiment qu'on tape, entre guillemets, beaucoup sur les voitures et les automobilistes. Je voudrais qu'on pose la question des bâtiments. Les bâtiments qui représentent 45% de la consommation d'énergie, 25% des émissions de gaz à effet de serre. Là encore, le gouvernement va-t-il assez vite dans la lutte contre les passoires énergétiques? Florentin Letissier.
Non, ça vous surprendra Oui. sans doute pas La réponse est facile. Mais alors, Non, ce que je peux qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà, Ce que je peux vous dire là, déjà, la question sera meilleure. C'est que nous, à l'échelon local, à l'échelon de la ville de Paris, par exemple, on met un certain nombre de moyens pour rénover les immeubles logements sociaux, aussi pour aider les copropriétés privées à le faire. Mais encore une fois, ce qui nous manque, c'est des moyens financiers conséquents qui viendraient appuyer cet engagement. Nous, Europe Écologie Les Verts, on fait une proposition très simple. On souhaite effectivement que 20 milliards d'euros soient mis immédiatement pour la rénovation thermique des bâtiments, parce que, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, si on ne s'attaque pas à ce sujet-là, on ne se donne aucune chance de lutter contre le dérèglement climatique. Donc, encore une fois, 20 milliards, après les paroles, il faut vraiment mettre les d'accord, moyens 20 milliards d'euros, on les trouve où? Parce que Mais, bon, vous savez, voilà, on peut annoncer des chiffres, mais on les trouve. Vous savez, on a fait beaucoup d'exonérations fiscales ces dernières années, pas toujours justifiées, à destination des ménages les plus fortunés, à destination des entreprises, quelle que soit leur taille. Je pense qu'il y a des très grandes entreprises qui pourraient payer un peu plus d'impôts. Et donc ces milliards-là, on peut très bien les récupérer pour les mettre sur des chantiers utiles, en l'occurrence ici la rénovation thermique des bâtiments. Jean-François Césarini, l'action du gouvernement, pour l'instant, il y a un plan qui a été engagé. On avait le ministre de Normandie, le ministre du Logement, hier en direct dans cette émission. L'argent n'est pas encore forcément arrivé, notamment aux offices HLM, pour lancer autant de rénovations que nécessaire. Il n'y a pas que les offices HLM, il y a aussi effectivement les particuliers, Bien on sûr. le sait, et c'est plutôt là aussi où il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Cette semaine, donc là, à l'heure où on parle, donc à 16h commence l'examen de la loi donc sur le plan énergie-climat. Beaucoup de débats, même dans la majorité, au sein même de la commission développement durable, aménagement du territoire, sur est-ce qu'il faut interdire les passoires énergétiques à la location ? Est-ce qu'il faut inciter plutôt à une transition et à une réhabilitation et une rénovation? Donc ça a été plutôt tranché ce matin par le Premier ministre avec différents députés qui, justement, avant l'examen de la loi, devaient savoir un petit peu où on en est. Il y a pas mal d'amendements qui sont déposés là-dessus. Encore une fois, pour pas que ça soit Donc punitif. ça va être quoi? Si on parle de location, ça va être quoi, par exemple, la solution? Pour pas que ça soit punitif, c'est que si on fait qu'interdire en disant vous n'avez pas le droit de louer, mais qu'en face il n'y a pas effectivement les moyens pour rénover, ça c'est punitif. De la même manière, quand on a augmenté la taxe carbone, on leur a dit c'est super, mais changer de voiture, on a dit non, nous on peut pas. C'est la même idée. Donc là, l'idée c'est de dire en 2023, il y aura une non-conformité pour tout ce qui est logement F et G, donc classé, vous savez, en F et G. Donc les passoires. Les passoires, ce qui n'est pas non plus énorme, parce que pour le coup, c'est de les mettre donc avec un vrai certificat de non-conformité, ce qui effectivement pour la vente et pour la location. Donc on va abandonner l'idée de garder 5%. Vous savez, c'était une idée qui était en l'air avant de garder 5% sur la vente, parce qu'effectivement c'était assez impactant. Et là encore, ça aurait été, à mon avis, plutôt punitif qu'incitatif. Donc l'idée, c'est de dire ça. C'est de dire effectivement aujourd'hui, en 2023, ce qu'on va voter cette semaine, ça veut dire si vous êtes encore en F et G, vous serez non conforme. À la fois, vous pourrez effectivement le vendre ou le louer, mais ça sera effectivement un impact pour vous sur le prix du bâtiment et évidemment sur le marché. Donc être plus incitatif que punitif. Exactement. Je comprends bien la ligne qui a été choisie. C'est de garder justement cette temporalité. Quoi. Ce que vont faire les gens, c'est qu'ils vont majorer les prix de vente pour tamponner éventuellement Non, ça peut minorer parce que la personne qui va effectivement acheter va dire moi je vais être obligé de faire des travaux à l'intérieur parce que évidemment quelques années après. Vous dites ça va inciter le propriétaire à faire les travaux d'ici à 2023 pour pouvoir vendre son logement dans de bonnes conditions. Et le louer aussi dans de bonnes conditions parce qu'on pourra aussi négocier les loyers. Bon. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir débattu sur le plateau de CNews. Avant de passer aux chroniques quotidiennes, je vous propose de réécouter la déclaration du président de la République ce matin au Japon avant de se lancer dans les débats du G20 sur ce thème du climat et des accords de Paris qui doivent être au centre des discussions. C'est ce qu'a dit le président de la République. Nous avons la bataille climatique. Et là-dessus, je le dis avec beaucoup de force. J'ai entendu beaucoup dire « j'ai des lignes rouges ». Il y a beaucoup de gens maintenant qui ne veulent plus signer les communiqués en G7 ou en G20 parce qu'il y a des lignes rouges. Moi, j'en ai une. Si on ne parle pas de l'accord de Paris, et si pour se mettre d'accord dans une salle à 20, on n'est plus capable de défendre l'ambition climatique, ce sera sans la France. C'est simple. Ce sera sans la France parce qu'on ne peut pas chez nous être sous la pression de notre jeunesse à juste titre, faire de plus en plus sur ce sujet, dire on a des débats très importants au niveau européen, et quand on se retrouve à 20, dire excusez-nous de vous demander pardon, nous avons vu que ça vous chagrinait qu'on ait les accords de Paris, que la communauté internationale, à l'exception de quelques-uns, soit engagée. Non. Si l'un ou l'autre ne veulent pas signer, qu'ils se désignent eux-mêmes. Mais nous ne devons pas collectivement perdre de notre ambition ensemble. Voilà les coulisses de ce voyage du président de la République au Japon. Ce sera l'un des thèmes des indiscrets politiques. Bonjour Loïc Signor, vous me le confirmez? Ça tombe bien, j'ai le bon sommaire. Tout de suite, c'est l'Infox dans Ça se comprend avec Thomas Goussard.
Bonjour Thomas, bienvenue. Une théorie complotiste qui circule sur Internet prétend que le premier président des États-Unis ne serait pas George Washington. Il y en aurait eu un avant lui et il était noir. Il y en a même eu plusieurs. C'est un article qui circule beaucoup sur Twitter et Facebook qui vient d'un site qui s'appelle Liberty Writers Africa, qui propose beaucoup d'articles, on va dire, complotistes, mais révisionnistes, puisqu'il propose de réécrire l'histoire et que l'histoire aurait été falsifiée par les Blancs pour minimiser l'importance des Noirs dans l'histoire. Et pour eux, le premier président des États-Unis était noir, c'est John Hanson, 1781-1782. Alors, il s'appuie sur une polémique existante d'historiens sur qui était le premier président. Donc, je suis obligé de faire un petit rappel historique. Création des États-Unis en 1776 avec la déclaration d'indépendance, mais depuis 74, 2 ans avant, il y avait déjà le Congrès continental. C'était les 13 colonies, les 13 États qui s'étaient unis. Ils ont eu 7 présidents, ça a duré jusqu'en 1780, où il y a eu le Congrès de la Confédération. Ça a changé parce qu'ils ont adopté une espèce de constitution. Les historiens, en tout cas, considèrent une constitution. Et John Hanson était ce premier président sur les 11 qui ont suivi. Mais il était président, comme tous ceux d'avant, président du Congrès. Il n'avait pas de pouvoir fédéral, il n'y avait pas d'État fédéral. Ça a été créé avec la Constitution en 1787. Et 1789, c'est entré en fonction avec la première élection d'un président des États-Unis, un premier POTUS, George Washington. D'accord, mais est-ce que ce John Hanson était noir ? Non plus. Ah. Déjà, vous vous doutez bien que 65 ans avant l'abolition de l'esclavage, même si dans certains États du nord des États-Unis, il y avait des Noirs affranchis ou libres, ils n'avaient pas le droit de vote, et encore moins le droit d'être élus. Mais le site Liberty Writers Africa va quand même nous trouver des preuves avec 2 images, un billet de banque et une photo. Ce billet de banque, c'est celui de $2, qui est très peu utilisé, il y en a très peu en circulation, et d'après eux, c'est pour pas que ça se sache, parce qu'il y a quelque chose dans ce billet. Si vous zoomez, on voit qu'il y a, c'est les pères fondateurs qui sont représentés sur cette image, et si on zoome, on voit qu'il y a un détail, il y en a un qui a la peau plus foncée que les autres. Non, on ne nous montre pas le détail, ça ne marche pas. Le voilà. Vous voyez, il a la peau un peu plus foncée du visage, mais pas les mains. C'est un petit peu bizarre. Oui. Faut savoir que ce billet, de toute façon, il est sorti en 1928 et que l'illustration, en fait, c'est une inspiration d'un vieux tableau très connu de John Trumbull, qui est la déclaration d'indépendance. Le problème, c'est que ce tableau, il a été réalisé 40 ans après la déclaration d'indépendance. C'est aussi une interprétation. Et on retrouve d'ailleurs les 2 mêmes personnages, enfin ils ressemblent un petit peu parce que c'est une inspiration, mais ils ont légèrement modifié. Donc interprétation sur interprétation, il n'y a vraiment pas de preuve dans ce billet. Alors l'autre preuve que nous annonce ce site, c'est la photographie de John Hanson. Ça, une photo, c'est quand même plus crédible. Sauf que John Hanson, le président, il est mort en 1783 et que si ma mémoire est bonne, la photographie a été inventée 50 ans plus tard. Officiellement, c'est 1939. Donc c'était compliqué de le photographier 50 ans après sa mort parce que cette photo, c'est celle d'un autre John Hanson qui a vécu après et qui était un militant afro-américain qui militait pour le retour des Noirs en Afrique. Ce qu'il a fait, lui, il est retourné sur la terre de ses ancêtres au Libéria, où il est devenu sénateur. Il a été élu, mais absolument pas président du tout, ni du Libéria, ni des États-Unis. Donc, pour paraphraser l'actuel président des États-Unis, j'ai envie de vous dire fake news. Merci beaucoup, Thomas Goussard, pour les Infox, les indiscrets politiques. C'est tout de suite. Et avant de parler des coulisses du voyage présidentiel au Japon, on va parler d'un personnage qui s'appelle Jean-Paul Delevoye, l'ancien ministre de Jacques Chirac, missionné par Emmanuel Macron pour préparer le texte, la réforme, que dis-je, explosive sur les retraites. Et alors, il paraît qu'il est devenu superstar chez les marcheurs. Oui, pourtant, c'est un homme de l'ombre. On se souvient de lui, proche d'Emmanuel Macron. Déjà pendant la campagne présidentielle, c'est lui qui est à l'origine des investitures à l'Assemblée nationale. Le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, c'est lui. Donc déjà, c'est pas étonnant qu'il soit apprécié des marcheurs puisqu'il est à l'origine de leur arrivée à l'Assemblée nationale. Mais sur un texte aussi compliqué, aussi explosif que les retraites, eh bien quand même, il bénéficie d'une aura supérieure à celle des ministres, d'après un député de La République En Marche. Preuve que Jean-Paul Delevoye plaît unanimement, surtout depuis qu'il a présenté le texte explosif qui arrivera normalement en septembre en Conseil des ministres. Lorsqu'il l'a présenté il y a 3 semaines aux députés, on parle d'une standing ovation, d'applaudissements, d'une unanimité qu'on n'avait pas vue depuis le début du quinquennat parmi les marcheurs. Et donc effectivement, Jean-Paul Delevoye, superstar, lui l'ancien ministre de Jacques Chirac, qui est pas vraiment en avant, pas plus médiatique que cela, puisqu'il travaille dans l'ombre. Il a fait beaucoup de voyages en Suède, en Italie, pour voir comment les systèmes de retraite marchaient à l'étranger. Et avec un dossier aussi compliqué, eh bien, il bénéficie d'une aura spectaculaire auprès des marcheurs. Seul bémol, il n'a pas forcément
l'appréciation du Premier ministre, Édouard Philippe, puisqu'Édouard Philippe, on s'en souvient que ses équipes avaient voulu détricoter le texte avant même qu'il soit présenté. Cela, ça n'avait pas du tout plu à Jean-Paul Delevoye. Je le cite, les cons à Matignon qui pensent que la réforme se fait d'un point de vue comptable se trompent totalement. Depuis, il a obtenu gain de cause et les marcheurs l'apprécient particulièrement. Bon, à suivre. On part donc au Japon avec la visite du président de la République. On a entendu il y a quelques minutes son discours sur cette ligne rouge à propos du climat et de l'accord de Paris. Alors, il ne s'est pas arrêté après ce discours, Loïc. Bain de foule et entretien à huis clos. Oui, vous savez, c'est la communauté française. Il le fait dans chaque pays où il se trouve. Là, c'était à Tokyo. Ensuite, il fait un bain de foule, il sert de 3 mains. Et parmi les gens qui étaient présents dans cette communauté française, il y a des pères de famille français qui ont eu un enfant avec une épouse japonaise. Ils ont malheureusement divorcé. Ils sont une centaine dans ce cas-là. Et la justice japonaise ne reconnaît pas leur droit de garde prononcé par la justice française. Et donc, dans pas mal de cas, une centaine au total référencés au Japon, eh bien, ces pères n'ont plus accès à leurs enfants. Et le président de la République a été interpellé par 3 pères de famille français là-bas au Japon et s'est entretenu au dernier moment, une séquence rajoutée à l'agenda à huis clos, total, pendant une quinzaine de minutes. C'est l'ambassade de France au Japon et les conseillers du président de la République qui ont monté à la hâte devant les demandes de ces 3 pères de famille cet entretien à huis clos. C'est ce qui s'est passé juste après ce qu'on a vu, c'est-à-dire le discours d'Emmanuel Macron devant la communauté française installée au Japon, le bain de foule. Et donc cet entretien, c'est assez rare pour le préciser, puisque quand le président de la République se trouve en voyage officiel, c'est des séquences très resserrées. Et on imagine que l'agenda est ultra surtout dans une visite d'État comme celle-ci, où les séquences s'enchaînent et les rendez-vous sont très nombreux d'un point de vue diplomatique. Donc le président de la République a pris le temps d'aller voir ces 3 pères de famille. Merci beaucoup Loïc Signor pour les indiscrets politiques cette semaine dans Ça se comprend. Restez avec nous, ça se dispute, duel d'éditorialistes dans un court instant. Juste après, un journal complet signé Claire-Elisabeth Beaufort. A tout de suite.